savons, nous vivons à une époque où les changements climatiques nous préoccupent plus que jamais. Si beaucoup d'effets de ces changements climatiques peuvent être observés sur la surface de la Terre, d'autres effets, moins connus, ont aussi lieu sous la surface des eaux. Le fleuve Saint-Laurent ne fait pas exception à cette inquiétante règle, puisqu'il subit lui aussi des changements, notamment à cause du réchauffement des eaux qu'il compose. Gwenaëlle Chailloux, professeure en océanographie chimique à l'ISMER, étudie la question. Le Saint-Laurent subit, alors nous on en voit que quand on se promène, on en voit la surface, puis c'est beau à marée basse, puis à marée haute c'est toujours aussi beau. Mais finalement, le Saint-Laurent, il vit des perturbations vraiment très intenses ces 30 dernières années. On a ce qu'on appelle une hypoxie dans le fond du chenal laurentien. Alors qu'est-ce que c'est que l'hypoxie? L'hypoxie, c'est le fait d'être sous-oxygéné, de ne pas avoir suffisamment d'oxygène dans l'eau. Les scientifiques ont fixé une barre qui est à 62 micromoles par litre d'oxygène. Ça, c'est le seuil à partir duquel, en dessous duquel, on estime que la vie ne peut pas perdurer finalement, ou que les organismes ont du mal à respirer dans ces conditions-là. Puis actuellement, dans le Saint-Laurent, on n'atteint des concentrations qui peuvent être à 35 micromoles, donc 2 fois moins que le seuil fixé. Donc des concentrations très, très, très basses et qui sont très alarmantes. Donc il faut savoir que le Saint-Laurent, au droit de Rimouski, là, à quelques kilomètres de Rimouski, il plonge jusqu'à 320, 330 mètres de profondeur. Puis quand on s'éloigne un peu, qu'on va vers l'est, ben, ça plonge jusqu'à 360 mètres. Donc c'est vraiment une fosse, c'est vraiment un chenal qui est creusé. Puis ce chenal-là, il est connecté avec les grands bancs détroit de Cabot. Et on a de l'eau qui pénètre dans ce chenal à cet endroit-là, donc ça fait 1200 km de distance. Et cette eau-là, c'est un mélange entre les eaux du Labrador qui descendent du nord et le Gulf Stream qui arrive du sud. Puis là, on a 2 masses d'eau, une masse d'eau froide, donc très riche en oxygène, qui va se mélanger avec une masse d'eau chaude moins riche en oxygène, parce que c'est la température qui va contrôler finalement la dilution, la diffusion de l'oxygène dans la masse d'eau. Alors, cette masse d'eau se mélange. Là, on a un mix qui se fait à peu près à Nouvelle-Écosse. Puis ça va pénétrer comme ça, va faire piéger. Sauf que là, elle ne voit plus le jour, cette masse d'eau-là. Elle est comme piégée sous 150 mètres d'eau qui vient des Grands Lacs. Donc, cette masse d'eau pénètre, elle est très lente. C'est comme un tapis roulant, mais très lentement. On a calculé que ça prend entre 3 à 7 ans, finalement, à cette masse d'eau, de partir du détroit de Cabot, puis d'arriver à Tadoussac. Donc, ça prend du temps. Pendant ce temps-là, ben, l'oxygène qui est dans cette masse d'eau est respiré. Comme nous, les organismes, ils respirent, là, il leur faut de l'oxygène, ils mangent, puis ils respirent. Alors, l'oxygène est consommé. Si on part avec un gros stock d'oxygène, l'oxygène va être consommé petit à petit, donc il va y avoir une diminution de l'oxygène. Actuellement, depuis 30 ans, comme on a une augmentation des températures de cette masse d'eau-là, il y a moins d'oxygène au départ. Comme il y a moins d'oxygène, tout le temps du transit, on en consomme peut-être pas plus, peut-être qu'on en consomme plus, ça c'est des choses qu'on n'arrive pas à calculer encore, mais toujours est-il que quand ça arrive chez nous, au droit de Rimouski, au droit de Matane, eh bien, la masse d'eau est sous-oxygénée. Afin de mieux comprendre les effets des changements climatiques sur les eaux du Saint-Laurent, une équipe de chercheurs et d'étudiants, menée par Gwenaëlle, embarque sur le Coriolis dans le cadre de la mission Hypoxie. Pendant près d'une dizaine de jours, tous les membres de l'équipe scientifique accumuleront de nombreuses données et échantillons qui permettront de brosser un meilleur portrait de la situation qui prévaut actuellement dans le chenal laurentien. Ces missions de recherche représentent souvent le point culminant du quotidien des scientifiques. On est toute une équipe bien contente de pouvoir faire notre projet. Sur le bateau actuellement, il y a autant des jeunes chercheurs, des étudiants,
que des chercheurs vraiment confirmés. Alors, on bénéficie de leurs connaissances, puis on échange énormément aussi. Donc, c'est ça aussi l'intérêt de faire des missions scientifiques, c'est ce mélange-là des générations de chercheurs. Et l'intérêt de notre projet, c'est qu'on est aussi multidisciplinaire. Ça veut dire qu'à bord, il y a différentes disciplines qui se côtoient, donc différentes façons de faire qui se côtoient. On a un biologiste, un écologiste, une personne qui s'occupe plus de la physiologie, de l'acclimatation des organismes. Et on a des géochimistes, des chimistes aussi, qui vont s'intéresser aussi bien à la colonne d'eau, à qu'est-ce qui se passe dans la colonne d'eau, mais aussi qu'est-ce qui se passe dans les sédiments. Donc notre projet se base sur l'expertise de ces gens-là pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe actuellement dans le Saint-Laurent. Je m'appelle Joanie, j'ai 27 ans, je suis à ma 3e année de maîtrise, je suis sur le point de terminer. Mon sujet, c'est l'impact de l'hypoxie sur la dynamique de l'oxygène dans les sédiments de l'estuaire du Saint-Laurent. L'hypoxie, dans le fond, c'est quand on a une concentration en oxygène qui est inférieure à un certain seuil. Puis moi, je regarde ce qui se passe dans le fond dans les sédiments. Donc, comment est-ce que cette faible concentration-là en oxygène va influencer les flux d'oxygène qui rentrent dans les sédiments. Fait que ça va sûrement être des données qui vont me servir éventuellement pour un doctorat. Ça, c'est des ice packs. Dans le fond, c'est un peu pour garder la même température que les autres fonds qu'on a échantillonnés tantôt. Fait que ça, j'ai comme patenté des petits ice packs maison là, pour venir faire le tour de ma carotte de sédiments qu'on a prélevé tantôt. Là. Dans le fond, ça ressemble à ça. Tada! On veut garder les mêmes conditions pour que nos mesures se rapprochent le plus possible de ce qui se passe vraiment dans le fond de l'eau. Sur l'eau, c'est une énergie que j'aime vraiment beaucoup, que je ressens, puis que je sais pas, je me sens vraiment à ma place. Là, puis j'aime beaucoup la science, puis j'aime ce qu'on fait ici, puis je suis vraiment passionnée par ce que je fais. C'est vraiment important que les jeunes filles le sachent que c'est accessible, puis que c'est autant un milieu pour les femmes que pour les hommes. Puis moi, j'ai eu des exemples dans la vie là, de femmes fortes qui m'ont montré que il n'y a rien qui peut t'arrêter, là. Il n'y a pas de limite. On en a besoin de femmes en sciences, fait que soutenez les filles. Moi, je suis un biogéochimiste, mais je suis basé dans un département de chimie à l'Université Concordia. Mon nom est Yves Gélina. Je suis un membre de Géotop aussi. Je suis un collaborateur de longue date de Gwenaël Chailloux, de Alfonso Mucci de l'Université McGill. Donc, on travaille ensemble sur différents projets, on partage les échantillons, on part en mer ensemble, toujours très agréable et productif. Là, je suis en train de filtrer l'eau qu'on a récoltée dans la colonne d'eau. Donc, on sépare les phases solides puis les phases liquides, tout simplement parce que ce qui est contenu dans les phases liquides et solides a une réactivité différente. On a un filtre. Alors, ce qu'on fait, on fait passer l'eau à travers un filtre d'une certaine porosité, puis on récolte ce qui est soluble, donc ce qui est dissous dans l'Erlenmeyer, dans le contenant en bas, puis sur le filtre, on récolte les particules. L'eau filtrée sert en fait à 4 équipes différentes ici qui sont sur le navire, mais c'est pour nous aussi, pour faire des mesures qu'on fait au laboratoire à Concordia. Moi, je suis basé à Montréal, donc c'est loin, évidemment. Et puis, bon, ça nous permet en fait de partager au niveau scientifique, mais aussi au niveau humain, passer un certain temps ensemble, s'amuser sur un navire tout en travaillant très, très fort, parce qu'on travaille très, très fort. Moi, je m'appelle Olivier Rare, je suis étudiant en première année en la maîtrise en océanographie à l'UQAR à l'ISMER. Je m'intéresse à la dynamique du carbone inorganique dans les eaux côtières du Kamouraska. Puis donc moi ici, ce que je fais sur le bateau, je suis un jeune étudiant, fait que je viens aider un petit peu tout le monde sur le bateau, mais j'ai aussi une sonde à CO2 que je mets à l'eau, ce qui me permet de justement mesurer le CO2 qui est dissous dans les eaux des différentes stations qu'on vient échantillonner un petit peu pendant notre périple d'une semaine en bateau. C'est ma première mission sur un bateau de recherche, fait que c'est certainement la première fois que je fais de la recherche sur le bateau dans le fjord, ouais. À date, c'est super beau, on a eu du super beau temps en plus, fait que c'est vraiment bien pour travailler, là. C'est une belle expérience. On travaille toute la journée aussi, là. On se réveille tôt, on se couche tard. C'est exigeant, mais c'est plaisant.
C'est un beau mix entre les deux. On est présentement dans la rivière Saguenay. On est à la station SAG 6. On est dans le container, qui est le laboratoire mobile, puis c'est ici qu'on fait toutes les manipulations qui sont en lien avec le sédiment. Sur le bateau, on a un gros carottier. Au final, qu'est-ce que c'est un gros carottier? C'est une grosse boîte en métal. Puis ça prend de la grosse machinerie pour la déplacer, pour la mettre au-dessus de notre lieu d'échantillonnage. On met la carotte à l'eau, elle se ramasse jusque dans le fond. Puis là, elle vient ramasser justement une carotte de fond. Puis la carotte, au final, c'est juste vraiment un gros bloc de fond marin. Puis c'est ça qu'on ramasse, qu'on remonte à la surface. Puis après ça, qu'on vient échantillonner. On a tous des pressoirs ici, là, puis on vient écraser un petit peu tous les étages de nos bouts pour venir extraire les eaux. Puis on va venir analyser justement les eaux des différentes profondeurs de la carotte qu'on a ramenée du fond du fjord. Pour le commun des mortels, la baisse des niveaux d'oxygène dans l'estuaire du Saint-Laurent n'implique pas de conséquences visibles et immédiates. Cependant, comme il s'agit d'un phénomène somme toute assez récent, les conséquences à long terme de l'hypoxie persistante dans le fleuve restent encore à déterminer. C'est l'une des raisons pour lesquelles il sera toujours pertinent de baser nos prises de décision sur la science, une science fiable qui nous permettra de mieux comprendre tous les maillons de l'écosystème du Saint-Laurent. On a toujours la vision du beluga ou des baleines. Ça, ils sont au sommet du réseau trophique, hein. Alors, eux, ils dépendent de tout plein d'autres organismes qui sont en dessous et des organismes qui passent par une vie où ils vivent dans le fond ou même ils peuvent vivre dans les sédiments du fond du chenal. Puis c'est ces stades-là de vie et ces organismes-là qui ont de la difficulté actuellement. Alors, est-ce qu'elles vont s'adapter? Ça, c'est des questions vraiment qu'on se pose actuellement et sur notre mission, c'est ça qu'on a regardé. Est-ce que ces organismes-là s'adaptent ou est-ce que ce sont des nouveaux organismes? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une acclimatation? Ils ont travaillé au fil des ans. Donc là, on parle d'une acclimatation sur plusieurs dizaines d'années, une trentaine d'années, hein. Donc, on est dans cette phase où on ne comprend pas encore, on ne sait pas trop. On sait qu'il y en a qui ne sont plus là. On sait qu'il y a des nouveaux qu'on dit opportunistes, c'est-à-dire qu'eux, là, ça ne les dérange pas que ça soit sous-oxygéné, ils vont s'adapter très bien. Mais quel est l'impact que ça a sur tout le réseau trophique? Ça, c'est encore très peu regardé. Dans le cas de l'hypoxie dans le Saint-Laurent, on est dans un cas où on n'a pas beaucoup de contrôle, hein. C'est les changements climatiques globaux qui sont le plus grand vecteur finalement de la désoxygénation qu'on mesure ici. Par contre, on a d'autres pouvoirs parce que cette sous-oxygénation, on pense quand même qu'elle est exacerbée par des apports continentaux, donc par ce que nous, on fait dans nos bassins versants. C'est-à-dire que si on n'avait peut-être pas ces problèmes au départ de notre stock d'oxygène, s'il était plus riche, peut-être que ça se verrait moins finalement, mais là, on vient titiller un peu le bobo. Puis ça, nous, en tant que citoyens, ben, là, on a un pouvoir, on peut faire changer des choses. Alors, le chercheur, il est là pour mettre en exergue ces choses-là, ces connaissances-là. Des solutions, on les trouvera probablement collectivement. Puis pour faire ça, ben, il faut avoir des connaissances. Il faut mettre le doigt et le scientifique, il est là pour lever un peu un drapeau puis dire « Attention, voici ce qu'il en est, voici où on va ». Donc, c'est un peu le rôle de passeur de connaissances qu'on a là en tant que scientifique. Alors, moi, ça me passionne. Puis je me dis, il faut qu'on documente ça, il faut qu'on aille regarder. On connaît les processus, on mesure des données. Là, on a quelque chose à aller découvrir encore.